Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire suite à mon épisode précédent qui s'appelait « Le coaching, c'est quoi ?» et je vais prendre le temps de vous expliquer un peu tous les outils que j'utilise au quotidien dans mon métier de coach, parce qu'il en existe plein. Comme je disais, il y a vraiment beaucoup de coachs aujourd'hui dans notre société actuelle. Chaque coach va avoir ses propres outils en fonction de ses spécificités et des besoins du client. Et c'était important pour moi de pouvoir vous expliquer ma manière de travailler. Donc que ce soit pour du développement personnel, professionnel ou organisationnel, je vais vous présenter tous les outils que je peux utiliser. Déjà, il va y avoir les outils un peu classiques entre guillemets du coaching, mais qui sont les questions puissantes, les questions pertinentes que le coach va poser à ses clients pour les aider à explorer leurs pensées, leurs sentiments, comprendre leurs motivations, leurs objectifs. Et l'idée, en fait, à travers ces questions, c'est vraiment d'encourager la réflexion du client, d'encourager sa prise de conscience, de l'aider à mettre de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de lui pour qu'il comprenne vraiment son discours intérieur. Ça, c'est vraiment l'intérêt de toute la questiologie en coaching. On va aussi utiliser ce qui s'appelle l'écoute active. Donc, c'est simplement d'écouter le client sans jugement. Important. Comme je le dis toujours, le coach n'est pas là pour juger ou donner son avis. Donc, sans jugement, pour comprendre en fait toutes les préoccupations du client et aussi pour qu'il ait un espace sûr où déposer vraiment tout ce qu'il a à déposer. Donc pour moi, l'écoute active, c'est vraiment écouter et reformuler pour donner accès au client à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Parce que parfois, quand il exprime, il ne s'entend pas parler. Là où quand on lui dit, est-ce que, alors là, de ce que j'entends que tu me dis, c'est blablabla, blablabla. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça ou non? Et du coup, comme ça, il vient préciser son discours intérieur si c'est pas le cas. On va aussi utiliser la méthode SMART pour définir des objectifs. Donc, un objectif SMART, S-M-A-R-T, c'est un objectif qui est spécifique, donc il est précis en fait. On sait ce que c'est, comment, où, avec qui, combien, pourquoi, quand. Un objectif qui est mesurable. Donc là, on va toujours estimer le niveau que la personne souhaite atteindre pour savoir en fait tout simplement si l'objectif est ou non atteint. Par exemple, si l'objectif c'est de se remettre à courir, on va être plus précis que ça. Ok, j'ai envie de courir 15 km dans 3 mois. Et là, le 3 mois, on va même mettre une date précise parce que du coup, un objectif, il doit être aussi temporel, mais là, je prends déjà de l'avance. Donc, un objectif SMART, on a fait le M, le S, le M, on va faire le A. Le A, c'est ambitieux. Il doit vous donner envie de vous dépasser, de vous passer à l'action. Il doit être réaliste. Donc, ça veut dire qu'il doit prendre en compte votre écologie personnelle. Je vais prendre encore une fois l'exemple de la course, mais si vous ne courez pas et que vous me dites dans une semaine, je veux faire un marathon, à voir si c'est vraiment réaliste. On peut se poser la question. Il doit être temporel, donc défini dans le temps, parce que ça nous permet d'avoir ce plan d'action. Et ça vous permet aussi, vous aussi, de passer à l'action, parce que si c'est un objectif que vous voulez accomplir dans 10 ans, ce sera peut-être pas un objectif, ce sera peut-être plus une vision. Et moi, j'aime bien rajouter le E de écologique à SMART, dans la mesure où un objectif écologique sera un objectif qui sera bon pour vous, bon pour les autres. Donc, SMART,
S comme spécifique, M comme mesurable, A comme ambitieux, R comme réaliste, T comme temporel et E comme écologique. En coaching, on peut aussi utiliser une cartographie de valeurs pour vous aider à mettre en évidence, à identifier vos valeurs personnelles dans la mesure où comme ça, vous pourrez aligner vos décisions avec vos valeurs. Parce que parfois, on ne se sent pas du tout aligné entre les choix qu'on fait et ce qu'on a sur le cœur, parce que pour X ou Y raison, on doit faire ces choix-là. On a la sensation de devoir faire ces choix-là. Et après, ça peut causer de la colère, de la rancœur, des frustrations. Donc l'idée, c'est de vous aider à avoir en tête vos propres valeurs pour que vous puissiez comprendre ce qui vous éloigne de ces valeurs et ce qui vous en rapproche. Pour atteindre vos objectifs, on va faire des plans d'action. Donc ça, c'est un peu un outil classique pour le coaching aussi, pour vous aider à réaliser des plans d'action concrets, réalistes, qui vont vous guider vers l'atteinte de vos objectifs. J'aime beaucoup aussi utiliser le journaling, donc de vous encourager à tenir un journal pour évacuer vos pensées, vos émotions, vos expériences. Et puis, je trouve que ça facilite beaucoup la compréhension de vous-même, d'avoir, voilà. En général, le journaling, je l'agrémente de différentes questions. Il y a toujours un moment où on vous propose de vider vos pensées. Et puis, je peux avoir des exercices comme les gratitudes, les kiffs, ou peut-être noter ce que vous auriez envie de faire, etc. En fait, ça dépend de la thématique, ou si c'est de la confiance en soi, noter ce que vous aimez chez vous, etc. Le fait de le faire tous les jours, c'est vraiment comme, voilà, le cerveau est comme un muscle, donc c'est de vous muscler quotidiennement sur la thématique choisie, le kiff, donc l'accès au bien-être, au bonheur, à la joie ou à la confiance en soi, etc. Il y a encore, voilà, pour d'autres petits outils classiques, il y a toutes les techniques de gestion du temps qui vont permettre d'aider le coaché à planifier et à organiser son temps de manière efficace pour atteindre ses objectifs sans se sentir dépassé. Voilà, pour moi, c'est hyper important de préserver le rythme de vie de la personne et clairement pas de se cramer quand on fait un coaching. Je vais aussi peut-être parfois utiliser la matrice d'analyse, le SWOT, qui permet d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une situation, un peu pour avoir encore une fois une vision 360 d'une situation. Et ça va permettre au client de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Parfois, je vais utiliser la visualisation créative pour aider le client à imaginer sa vie ou son objectif une fois qu'il sera atteint. L'idée, c'est vraiment à la fois de renforcer sa motivation, à la fois qu'il mette des images concrètes sur ce qu'il a envie de vivre et de l'aider à s'engager vers sa réalisation parce que de voir des images, en fait, on explique que quand le cerveau visualise, le cerveau peut créer, peut tendre vers ça. Là, je vous ai parlé, donc, je vous ai présenté des outils, entre guillemets, comme je disais, classiques du coaching que beaucoup de coachs utilisent. Après, personnellement, j'ai choisi de me former à différents autres outils pour vous accompagner plus spécifiquement sur certaines thématiques ou problématiques. Donc, je me suis formée auprès de l'Observatoire de la sensibilité à l'accompagnement des personnes hautement sensibles. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir faire passer aux adultes, aux enfants et aux ados des tests pour savoir s'ils sont ou non hypersensibles. Personnellement, ce que j'aime beaucoup ces tests, mais l'intérêt à mes yeux, c'est pas de savoir si oui ou non vous êtes hypersensible. Ça, c'est important, mais vraiment le plus important, c'est de savoir dans quelle mesure vous l'êtes et quelle est votre part d'hypersensibilité. Est-ce que c'est principalement sur les sens? Est-ce qu'on est au niveau des sens et des émotions? Vraiment, c'est de comprendre votre propre sensibilité pour vous aider à l'apprivoiser et à bien vivre avec. Donc pour moi, l'intérêt de ces tests, c'est pas juste d'avoir un résultat. Au contraire, c'est de savoir quoi faire de ce résultat. Et pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Donc comment ça se passe? Comme je disais, il y a une version enfant-ado, une version adulte. Pour les enfants, ils peuvent se passer dès l'âge de 6 ans, en présence d'un ou des deux parents. Du coup, c'est très chouette, c'est des séances, moi j'aime bien, de connexion entre l'enfant et les parents, c'est toujours des très beaux moments. Et en fait, le test propose une série de questions donc, que je pose quand c'est des séances enfants avec les parents aux 3 personnes.
Et quand c'est qu'avec une personne, à la personne. Et l'idée, c'est de chaque fois, voilà, c'est pas juste une réponse que je veux. Chaque fois, je vais creuser la réponse pour que vous puissiez comprendre la sensibilité qui se cache derrière vos réponses. Et à l'issue de la séance, je vous envoie par mail le résultat de votre test et la réponse à toutes vos questions parce que voilà, j'essaye de garder vraiment vos mots. Les séances d'ailleurs peuvent être enregistrées si vous avez envie de réécouter aussi. Pour tout ce qui va être thématique professionnelle, je vais avoir 2 outils. Donc le premier, c'est l'Ikigai. Et vous pourrez trouver des tas de ressources sur mon site sur l'Ikigai. J'ai même créé un petit défi 7 jours pour réaliser ton Ikigai. L'ikigai, c'est un terme déjà qui vient du Japon, de l'île d'Okinawa très précisément. Et c'est un terme qui peut être traduit comme joie de vivre, ou raison d'être, ou sens de la vie. Pour simplifier, ça va vraiment être l'activité professionnelle, dans ce cadre-là, qui vous donne envie de vous lever le matin. Faire son Ikigai, c'est avant tout un travail d'introspection sur 4 grands thèmes. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode un schéma de l'Ikigai pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Donc c'est un schéma avec déjà 4 grandes bulles. Donc la première, c'est ce que vous aimez. Donc dans cette partie-là, on va vraiment creuser à la fois ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de l'énergie, vos hobbies, vos centres d'intérêt. La deuxième, c'est ce dont le monde a besoin. Là, c'est ce que vous pensez, vous, que le monde a besoin. Donc, on va être sur tout ce que vous aimeriez apporter au monde, vos convictions, vos valeurs, ce qui a du sens pour vous. La troisième bulle, c'est ce pourquoi vous pourriez être rémunéré. L'idée de l'ikigai, c'est quand même de trouver une activité qui vous permette de gagner votre vie. Donc là, il va y avoir des petites questions aussi pour creuser cette partie-là. Pourquoi vous avez les compétences d'être payé, pourquoi vous aimeriez être payé aussi, c'est important de le savoir. Et la quatrième bulle, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, on va aller explorer vos qualités, vos compétences, vos potentiels, vos dons, vos aptitudes, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va vraiment combiner les bulles entre elles, 2 par 2, pour faire ressortir différentes notions qui sont les passions, les vocations, les missions et les professions. Je n'en oublie pas. Là, en fait, le premier travail, on va dire, c'est on ratisse très très large. J'aime bien dire que c'est comme si on sortait tous les vêtements de votre placard. Et ensuite, dans la seconde étape, on va ranger que ceux qui vous plaisent, que ceux qui vont bien ensemble aussi, et ceux que vous voulez garder. C'est un peu la synthèse. Et encore ensuite, on va resynthétiser ces 4 derniers pétales pour vraiment faire ressortir l'ikigai. L'ikigai ne peut pas être juste ce que vous aimez, par exemple, parce que du coup, ça va peut-être manquer de sens, ou financièrement, vous n'arriverez pas à vous rémunérer avec ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller explorer toutes ces facettes. Pour une partie plus technico-pratique, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, la séance d'ikigai, elle se fait sur une demi-journée où, dans un premier temps, je vous envoie une visualisation que vous pouvez faire la veille ou juste avant la séance pour commencer, on va dire, à travailler de manière un peu plus inconsciente là-dessus pour que vous ayez une sorte de... Ouais, pour que vous puissiez déjà avoir des images en tête. Et ensuite, pendant la séance, on va vraiment aborder chaque pétale de l'ikigai pour dégrossir tout ça. À l'issue de la séance, moi, je vous envoie vraiment le récapitulatif avec vos réponses à toutes les questions, avec vos mots, la synthèse de l'ikigai. Et je vous propose, vous, dans plusieurs jours après, de remettre ça sur le schéma de l'ikigai. Comme ça vous fait aussi un travail de reclarification, ça vous remet dans le bain. Puis très souvent, après une séance, c'est très dense, les séances d'une demi-journée, donc il se passe plein de choses dans votre tête, et du coup, ça vous permet de reclarifier un peu tout ça. L'ikigai, je peux le faire pour les ados et pour les adultes, et pour les ados, je dirais que c'est aux alentours de 14-15 ans. Après, ça m'est arrivé d'en faire un peu plus tôt,
enfin, pour certains enfants voilà, qui aiment déjà beaucoup se poser des questions et qui ont une faculté d'introspection. Et encore une fois, c'est important que l'ado soit, on va dire, motivé pour le faire, parce que comme c'est une démarche qui est très introspective, où je lui pose beaucoup de questions sur lui, s'il n'a pas envie, ça va être intrusif pour lui. Donc, c'est pas très agréable. Un deuxième outil que j'aime beaucoup utiliser pour toutes les thématiques d'orientation professionnelle, c'est le MN-test. Donc, le MN-test, c'est, on va dire, un peu tiré d'un constat qui on a tendance à évaluer l'intelligence avec le QI. Le QI qui mesure l'intelligence linguistique, logique, un petit peu, on va dire, dans la visualisation dans l'espace. Mais du coup, partant de là, si on se base sur cette échelle d'intelligence, comment on explique qu'il y a des grands virtuoses, des grands athlètes, des personnes qui ont des talents incroyables et qui pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas logiques ou qu'ils n'ont pas une intelligence linguistique, mais ce n'est pas celle-là qui est le plus poussée. Et en fait, du coup, partant de ce principe-là, Howard Gardner a classifié 10 types d'intelligence. Par exemple, il y a, je vous les dis pas tous les 10 parce que ça va être long pour vous, mais vous pourrez tous les retrouver sur mon site. Donc l'intelligence, par exemple, musicale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence corporelle brute, où là, on va être surtout, on va dire, les mouvements du corps. L'intelligence corporelle fine, où là, à l'inverse, on est plus sur tout ce qui va être minutieux, les activités minutieuses, etc., etc. Donc en fait, nos intelligences, c'est nos capacités, nos savoir-faire. Et on a donc le MN-test, on a aussi les natures multiples. Donc là, vous allez me dire, mais elle me parle de quoi? J'y comprends rien. Les natures multiples, c'est nos tendances de comportement. Il y a des choses qu'on fait plus naturellement que d'autres. Et en fait, l'intérêt de combiner les intelligences et les natures, c'est de, par exemple, si vous avez une intelligence musicale et une nature éducative, vous serez peut-être prof de musique. Si vous avez une même intelligence musicale et une nature guérisseuse, vous serez peut-être musicothérapeute ou art-thérapeute. Et enfin, si vous avez une même intelligence musicale et une nature animatrice, vous serez peut-être rockstar. Donc, c'est 3 métiers complètement différents qui partent d'une même intelligence. Donc, du coup, l'association vraiment des 2 matrices, intelligence multiple, nature multiple, va vraiment vous permettre de comprendre ce que vous aimez, comment vous interagissez avec vous-même et avec les autres, et comment vous pouvez combiner toutes vos compétences pour trouver l'activité qui vous plaît. Donc, comment ça se passe un MN-test? Alors, ça se passe en 3 étapes. Déjà, la première étape, c'est je vous envoie 2 petits tests en ligne avec des questions à répondre à première impression. Ensuite, en séance, je vais vraiment vous présenter chaque intelligence et chaque nature et on va faire une sorte d'auto-évaluation de comment vous vous auto-évaluez sur chacune. Et ensuite, tous ces résultats vont être rentrés dans un petit logiciel et l'algorithme va vous présenter une série d'activités, donc ce que vous aimez faire, d'activités, de tâches et de métiers qui correspondent à votre profil. Donc activité, ça va être tout ce qui est dans votre vie perso. Tâches, ça peut être vie pro, vie perso. Et les métiers, c'est pour vous aider à trouver un ou plusieurs métiers qui vous correspondraient. Comme je dis toujours, c'est comme si on était dans un magasin de vêtements et que je vous sortais 30 chemises qui correspondent à votre morphologie, 30 chemises ou 30 robes. Mais ça ne veut pas dire que les 30 chemises ou les 30 robes, elles vont vous plaire. Peut-être que la violette à fleurs, vous allez me dire, mais celle-là, jamais je la porterai, j'aime pas. Et bien là, c'est pareil. C'est des métiers, des activités, des tâches qui correspondent à votre profil, donc pour lesquelles vous avez les compétences requises. Pour autant, peut-être que certaines, vous ne les aimerez pas. Donc, il y aura une sorte de tri à faire à ce moment-là. Et c'est tout à fait normal. Dans tous les cas, il y aura forcément des choses qui vous plairont. J'ai jamais fait un test où la personne m'a dit non, là, vraiment, je vois pas. Au contraire, justement, très souvent, c'est ah, mais ça, j'y avais pensé. Ah ouais, vraiment, j'y avais pensé, mais je sais plus pourquoi je l'ai enlevé. Et du coup, on va vraiment travailler tout ça. Ce que j'aime aussi particulièrement dans cet outil, c'est qu'au-delà de trouver l'activité professionnelle qui vous correspond, on va vraiment comprendre votre personnalité et votre rythme de vie. Et là, je vais m'expliquer un peu plus. C'est en fait, on va partir du principe que chaque intelligence et chaque nature
sont en vous, à plus ou moins forte échelle. Donc imaginez que c'est comme des tigres qui sont en vous. Il y a des tigres qui ont besoin de beaucoup manger et des tigres qui ont besoin de moins manger. Personnellement, mon tigre musical a besoin de moins manger. Ça ne veut pas dire qu'il ne mange pas, mais il est moins important que mon tigre guérisseur ou linguistique, par exemple. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre comment vous allez pouvoir alimenter à votre juste faim chacun des tigres. Parce que même un tigre qui mange beaucoup peut être suralimenté à un moment donné, et c'est là où on a parfois des burn-out. Et même un tigre qui mange pas beaucoup peut être sous-alimenté, ou l'inverse. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de comprendre ça. Et parfois, quand on a justement des burn-out, c'est qu'en fait, il y a des tigres qui ont trop mangé, ils n'en peuvent plus, et les autres, par contre, ils crient famine. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver votre propre équilibre à vous, et de voir comment chaque tigre peut manger à sa juste faim pour éviter tout sentiment de j'en peux plus, ou alors de frustration. Avant ma formation de coaching, je me suis formée à la PNL. Donc, la PNL, déjà, on va faire une sorte de traduction. La PNL, c'est l'abréviation de programmation neuro-linguistique. Donc là, vous allez me dire que vous ne comprenez toujours pas ce que je vous dis. Pour simplifier, la PNL, c'est vraiment un ensemble de techniques qui vont vous aider à favoriser la compréhension de vous-même et votre communication. Donc, ça va être différentes techniques comme la visualisation, la dissociation, les mouvements oculaires, le recadrage, etc. C'est des petits protocoles. Protocole, c'est un mot qui fait peur, mais c'est très sympa de faire des petits protocoles PNL. Pour vous aider, par exemple, tout simplement à comprendre vos émotions et à les communiquer. Ça, c'est un exemple très classique de ce que j'ai pu apprendre en PNL. En fait, la PNL va s'intéresser à nos schémas, nos comportements automatiques, on va dire, parce qu'on en a tous. Le cerveau va toujours à l'essentiel et donc, depuis qu'on est né, on crée des automatismes. Il y a des automatismes qui nous conviennent et qui sont top dans l'environnement dans lequel on vit. Et puis, il y a des automatismes à un moment donné qui peut-être vont être freinants ou limitants. Et du coup, c'est de se rendre compte de comment on peut changer ces automatismes-là dans notre nouvel environnement pour qu'il soit plus favorable, tout simplement. La PNL, c'est aussi comprendre que chaque personne a sa propre carte du monde, sa propre vision du monde qui s'est créée par ses expériences, son éducation, ses croyances, ses blessures, ses conditionnements, etc. Et en fait, déjà, c'est comprendre que chacun a la sienne et si la nôtre est trop limitée, si on la sent limitée ou si on sent qu'elle nous empêche d'avancer sur certains domaines, ça va être de voir comment on peut modifier ou transformer cette carte du monde, toujours en accord avec la personne. La PNL, c'est pas aller changer des mécanismes du cerveau d'une personne qui n'en a pas envie. Voilà. C'est assez complexe à expliquer. C'est très simple plus simple à mettre en place. Pour la petite histoire, à la base, la PNL, elle a été créée après avoir identifié, on va dire, des personnes à succès, enfin les comportements de ces personnes-là, pour comprendre en fait les mécanismes qui font qu'une personne réalise ses rêves, atteint ses objectifs, se sent bien dans sa peau. Et du coup, c'est des outils qu'on retransmet en séance, enfin que je retransmets en séance. Je me suis aussi formée à l'aromathérapie. Donc c'est une branche de la phytothérapie qui consiste en fait à utiliser des huiles essentielles dans un but thérapeutique, émotionnel ou énergétique. Moi, ce que j'aime dans cette approche et pourquoi je me suis formée à ça, c'est que très souvent en coaching, on va être sur une dimension très consciente et donc je peux vous aider à travailler sur vos émotions, mais parfois, voilà, les huiles essentielles vont pouvoir avoir des vertus apaisantes ou relaxantes et qui vont avoir un effet. Pour moi, c'est important d'avoir à la fois la compréhension de l'émotion et à la fois le côté, la sphère un peu énergétique et émotionnelle de la diffusion de l'huile essentielle. Donc, c'était important pour moi de pouvoir aussi vous conseiller des huiles essentielles en soutien émotionnel quand il y en a besoin
pour calmer ou apaiser votre mental, tout en veillant bien sûr à toutes les contre-indications des huiles essentielles, parce que on n'utilise pas une huile essentielle comme ça. Je vais jamais vous dire, ah bah tiens, prenez ça, si je vous ai pas posé plein de questions sur les contre-indications. Donc voilà. En fait, je voulais pouvoir vous conseiller des huiles, mais en toute sécurité, d'où l'intérêt d'avoir fait la formation. Donc parfois, je peux vous proposer de fabriquer un stick, une huile essentielle, une huile de massage, une huile relaxante. Voilà. Il peut y avoir ce genre de petites choses en séance. Et puis dans un futur très très proche, je pourrais vous accompagner en couple sur toute la partie, peut-être difficulté de couple ou difficulté intime, parce que je me forme donc à la thérapie de couple et à la sexothérapie. En tant qu'amoureuse de l'amour, c'était important pour moi de pouvoir vous accompagner aussi dans vos relations amoureuses et intimes. Et puis parce que je trouve important de pouvoir accompagner une personne dans sa globalité. Et très souvent en séance, vous me parlez, pour moi, une personne a plein de piliers, donc la compréhension de soi, s'épanouir professionnellement, trouver son rythme pro-perso aussi, et puis la sphère amoureuse. Donc pour moi, ça fait sens de pouvoir vous accompagner sur ces 3 dimensions de vous-même. Donc vous-même avec vous-même professionnellement, et vous-même avec votre chéri. Et parfois, il y a le vous-même avec les autres dans certains cas. Donc voilà, pour la petite histoire, je termine la formation en fin d'année 2023. Et du coup, vous allez en découvrir beaucoup plus sur ce sujet dans mes prochains articles et mes prochains épisodes. Et comme je suis fan de formation, j'ai aussi choisi de me former à la résilience pour vous permettre, comme on vit tous des événements qui sont plus ou moins difficiles, pour vous permettre de rebondir après une épreuve difficile ou un traumatisme. La résilience, c'est vraiment un processus psychologique qui va vous donner un nouvel éclairage, on va dire, une nouvelle vision des difficultés que vous allez peut-être traverser ou que vous avez déjà traversées au cours de votre vie. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de digérer, entre guillemets, l'événement. Ça ne veut pas dire que je vais enlever toute la souffrance, mais de le transformer en une ressource positive. La résilience et l'estime de soi, c'est vraiment lié. Donc voilà, c'était important pour moi de me former aussi à ça. Donc en parallèle de la thérapie de couple, là c'est vraiment une formation que je fais à mon rythme, celle-là. Parce que très souvent, vous venez me voir pour des événements de vie qui sont parfois difficiles. Et du coup, j'avais envie de vous apporter cette clé-là. Donc, pour que vous gagniez en confiance en vous et que vous puissiez vivre plus sereinement certaines transitions de vie. Pour résumer, c'était un épisode hyper intéressant. J'ai adoré vous présenter tous mes outils. Donc, je vais faire une petite synthèse. Je vous ai parlé des outils classiques du coaching avec la questionnologie, la reformulation, l'écoute active, les objectifs, etc. Et après, mes outils donc plus spécifiques, le test d'hypersensibilité pour vous aider à comprendre votre sensibilité et à savoir si vous êtes ou non hypersensible, l'ikigai et le MN test pour toutes les questions professionnelles, pour si vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Ensuite, la PNL pour vraiment vous aider à comprendre votre fonctionnement, comprendre vos émotions, vos valeurs et puis à mieux communiquer. L'aromathérapie en soutien émotionnel. Vraiment, c'est beaucoup plus puissant que ça, l'aromathérapie. On peut faire beaucoup plus de choses, mais dans le cadre de mes accompagnements, moi, c'est vraiment pour vous apporter ce soutien émotionnel. Et puis donc la thérapie de couple et la sexothérapie dès la fin d'année 2023 et la résilience dès que j'aurai terminé ma formation. Donc je pense plus d'ici milieu d'année 2024. Voilà pour tous les outils que j'utilise globalement au quotidien. N'hésitez pas à prendre un appel découverte si vous avez des questions par rapport à tout ça ou si vous voulez voir si les outils pourraient être adaptés à votre situation. Je me ferai un plaisir de vous répondre. L'appel découverte est gratuit, sans engagement derrière. L'idée, c'est vraiment de voir si oui ou non on pourrait avancer ensemble. Et si ce n'est pas le cas, je vous le dirai ou je vous renverrai vers une personne qui pourra vous aider.
Merci, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.